Et vas-y que ça papote. Mais c'est comme ça qu'on s'interroge. Et qu'on discute de sujets profonds. Enfin, moi, je vais les entendre. Ok. Du coup, enchantée, moi c'est Anaïs, j'ai 25 ans et je travaille depuis 4 ans chez Quick MS en tant qu'account manager. T'as toujours Ouais. voulu être account manager ou... On va dire que j'étais un peu perdue au début parce que c'était la mode quand j'ai commencé mes études d'être community manager. Donc j'avais fait un bachelor communication et marketing et je me suis rendu compte que c'était pas pour moi. Même si j'adorais le marketing, le contact avec le client, ça me manquait trop. Donc après, j'ai eu la chance, grâce à Quick MS, d'essayer le commerce et là, c'était vraiment le coup de foudre et c'est ce que je savais que je voulais faire ça. Qu'est-ce qui te plaît particulièrement dans la vente? Le challenge, parce que plus un client va me dire non, plus je vais essayer de comprendre pourquoi et essayer de retourner son non pour un oui. Et c'est ça qui me plaît. Ma vie, c'est toujours été un challenge et en marketing, c'est que des chiffres, que de l'analyse et des stratégies à mettre en place, mais il n'y a pas vraiment de challenge concret. En quoi est-ce que ta vie, elle a été un challenge? Je peux deviner, mais je pense que tu peux l'expliquer. Alors, ça a été un challenge parce que du coup, je suis née avec une hémiplégie du côté gauche, donc tout le côté gauche partiellement paralysé, dû à un AVC natal, donc une cicatrice au cortex droit. Et donc là, c'est pas du tout pareil, que ce soit le regard des autres, comme après s'adapter en tant qu'enfant à toute la vie qui est derrière. T'as été traité différemment à l'école par tes autres camarades ou pas? Ah oui, j'ai vécu énormément de harcèlement. J'avais pas d'amis. Enfin, après, j'en cherchais pas, mais j'avais pas du tout d'amis. J'étais toujours seule. En plus, j'avais une AVS pour m'aider à écrire parce que du coup, je suis une grande dyslexique. Donc eux, ils étaient là, ah, il y a une dame qui l'aide à tricher, alors que c'était pas ça le concept de base. Donc ouais, ça a été compliqué parce que j'ai toujours été seule. Enfin, c'est incroyable de voir à quel point, parce que Alice Mettet, donc l'athlète paralympique, Ouais. elle, pareil, elle a subi du harcèlement. Et, j'ai pas le souvenir, moi, dans mon enfance. Pourtant, j'ai eu quelques camarades avec, alors je déteste ce mot handicap, donc on va dire particularité, tu vois. Mais j'ai connu des camarades avec certaines particularités et je me souviens pas que il y avait du harcèlement ou alors je le voyais pas, tu vois. Ah ouais, alors toutes les personnes que je voyais différentes, surtout au collège, un peu au lycée, mais beaucoup moins. Enfin, on a été harcelés, que ce soit physiquement comme mentalement. Moi, je me rappelle ma meilleure amie, elle était très très mince, voire squelettique, et en plus elle avait un corset. Et elle, pareil, elle avait pas d'amis. Je pense qu'on était les deux sans amis qui se sont mis ensemble et ça fait une très belle amitié maintenant. Mais ouais, quand on est différente, que tu sois en surpoids, que tu saches pas marcher, parce qu'en vrai, personne a une marche normale, du coup, tu te fais harceler. Comment est-ce que tu grandis avec ça? Euh, Ça peut être compliqué, parce que surtout que moi, j'ai pas osé en parler à ma maman, parce que je voyais ma maman très très fière de moi. Fière de toi Dans le- parce que tu te battais? Parce que, C'est tu ça. allais quand même tous les jours à l'école, que tu fournissais peut-être aussi de bonnes notes, tu étais une bosseuse, tu as toujours été une bosseuse, je pense? Oui, c'est ça. Et puis, quand tu la vois à l'hôpital en train de pleurer par rapport aux résultats, et toi, tu gardes le sourire, parce qu'en vrai, j'ai fait énormément d'examens, énormément de traitements qui sont très douloureux, et tu la vois pleurer, mais toi, tu gardes le sourire. Tu ne peux pas lui dire derrière, maman, je me fais harceler. Parce que tu te dis, ça va la détruire, alors que pas du tout. Mais du coup, tu la surprotèges, et donc tu lui dis rien, donc tu rentres le soir avec un grand sourire. Ah, ça s'est super bien passé à l'école, j'ai des copines, en fait, j'ai des copines artificielles, j'ai des amis imaginaires, et donc tu lui racontes ta double vie, et tu lui dis jamais, et c'est vrai qu'il y a un moment où j'ai eu un moment, heureusement que j'avais un chien, c'est bête, mais j'ai eu envie de me suicider. Parce que tu t'es tellement tout le temps sollicité, négativement rabaissé,
que et t'es toute seule à te battre, que du coup, bah, tu veux t'arrêter là. Le fait d'avoir un animal de compagnie, ça a été, qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit: «OK, je reste»? Bah, je sais pas, ça te donne des câlins, tu t'attaches à elle et tu te dis: «Mais je peux pas partir et la laisser toute seule» et même, bah, après il y a eu ma maman aussi dans le sens où elle m'a énormément apporté même si elle savait pas tout ce qu'il y avait derrière et je pense que je lui ai dit lors de mes 18 ans, quand elle m'a dit: «C'est ouf comment tu t'assumes» et je lui dis: «Maman, je m'assume pas du tout». Genre en parler, c'était très, très compliqué avant et donc, bah, tu te dis: «Ma maman, elle est super géniale, je peux pas la laisser, triste comme ça» et après Qu'est-ce qui maintenant je a regrette. qu'est-ce qui a fait qu'à tes 18 ans, tu le lui dises? Parce que autant avec ton regard d'enfant, je peux comprendre, tu vois? On n'ose pas trop en parler, on a envie d'être fort, devant ses parents parce qu'on veut pas que, ça crée de la peine, à ses parents. Mais qu'est-ce qui fait qu'à 18 ans, tu dis: «OK, bon, j'arrête de en gros, de lui cacher la vérité et je lui dis». Je lui dis qu'en fait, j'ai été harcelée, que, bah, finalement, j'ai pas autant de confiance en moi que, ce que je parais être et je suis pas si heureuse que ça. Hem, je pense que c'est le fait que je me suis rendu compte que c'était une force d'être différent et je me verrais pas être normale, enfin personne est normaux, mais je me verrais pas avoir un parcours, sans embûches et c'est le fait où j'ai commencé à être vraiment la meilleure de ma classe, à me dépasser, que ce soit dans la danse, l'équitation, parce que je faisais de l'équitation et que les gens ils disaient: «Ah ouais, il y a quand même, quelque chose derrière», où j'ai commencé à avoir confiance en moi. Alors même aujourd'hui, j'ai pas encore confiance en moi et je demande beaucoup, par exemple, à Nicolas: «C'est bien ce que je fais?» alors qu'au fond, je sais que c'est bien ce que je fais, mais ça me fait du bien qu'il me le dise. Donc je pense que c'est quand si elle m'avait pas posé parce que je me rappelle, on était au cinéma et elle voyait, je sais plus dans quel contexte, mais je crois que c'était une personne qui était on parlait d'une personne qui se faisait harceler. Elle me dit: «Ah toi, c'est ouf comment tu assumes et que tu remballes les gens parce que j'ai un gros caractère» et c'est là où je lui ai dit: «Pas du tout, j'assume pas et j'ai vécu ça» et elle m'a dit: «Pourquoi tu en as pas parlé?» et j'ai dit: «Bah, parce que je te voyais triste à l'hôpital. Moi, je pouvais pas encore te rajouter ça parce qu'elle a toujours été là de A à Z et quand je faisais du botox, je déconseille à tout le monde de faire du botox, même esthétique. C'est énormément de douleur parce que c'est des coups d'électricité plus des grosses, grosses seringues qui font extrêmement mal et tu la voyais, les larmes aux yeux. Là, tu te dis: «Bah, tu peux pas lui dire». Est-ce que, est-ce que ta mère, quand elle a appris ça, je sais pas si vous en avez parlé, elle s'est pas dit, «Merde, j'ai mal protégé mon enfant»? Si, Je sais pas si complètement, surtout que pardon, je t'ai coupé, surtout qu'elle est très protectrice de base et donc oui, elle l'a pris pour elle. Après, je suis comme ça, je vais pas forcément dire les choses et il faut que ça attende que ça explose. Maintenant, je dis les choses, j'ai pas peur d'envoyer chez quelqu'un ou de dire ce que je pense, mais avant, j'étais pas du tout comme ça. tu as reçu quel type, d'éducation de la part de ta mère? Parce que tu dis qu'elle a été très protectrice. J'entends que quand on est parent, d'un enfant avec, je déteste encore une fois ce mot, mais un handicap, on a tendance à vouloir, le surprotéger. Je pense que c'est enfin, il y en a même qui parfois, alors tu as un peu les 2. Tu en as qui se sentent étouffés et tu en as, tu as des parents qui vont les pousser. Tu vois? Genre Alice Mettet, ses parents, ils ont rien lâché, ils l'ont poussée dans le sport, et ils lui ont elle, pour le coup, ils savaient qu'elle était harcelée et ils lui ont dit, bah, le jour où, en gros, te tu commenceras à t'en foutre, à les ignorer, bah, ça ira mieux, en fait et ça a été un C'est déclic ça. pour elle. Donc tu as tes parents, pardon, qui surprotègent leurs parents et tu as des parents qui, en gros, les poussent à se battre. Toi, comment ça s'est passé? Alors, je elle m'a quand je dis qu'elle est super protectrice, c'est plus sur ma carrière et dans ce que je fais, elle me suit énormément. Par contre, c'est pas une maman poule et que ce soit avec mon frère comme, avec moi, en fait, il y a pas eu de différence entre mon frère et moi. Ça a été, bah, par exemple, on allait faire une randonnée avec des cailloux. Je pouvais galérer parce qu'avant, je marchais vraiment que sur la pointe des pieds avant mon opération, donc tu m'as pas connue comme ça. Et bah, je faisais la randonnée comme tout le monde et c'était, «C'est bon, allez, vas-y, tu peux le faire» et quasiment, à me mettre en difficulté pour réussir et c'est ce qu'elle a fait et pareil avec, l'éducation de base, je devais être reconnue handicapée à plus de 80.
et elle a refusé que j'ai cet handicap parce que sinon, enfin, cette reconnaissance à 80%, parce que sinon je pouvais pas être dans une école normale. Donc ça aurait été une école spécialisée et je pense que j'aurais pas eu cette carrière aujourd'hui. Euh, Donc toi, tu as une paralysie côté gauche, Tout à fait. tu fais de la danse, tu as fait de la danse, tu continues à en faire? Oui, j'en fais toujours, je fais 8 heures par semaine. À quelle heure tu te dis je vais faire la danse quand je suis paralysée du côté gauche? Bah, ma mère est très sportive et mon frère, enfin toute la famille, et du coup, c'était une obligation de faire du sport après l'école. Donc, petite, j'ai fait de l'aïkido, beaucoup d'équitation, parce qu'en fait, on avait un kiné qui avait conseillé à ma maman de faire de l'équitation pour l'équilibre. Donc, on était obligé de faire un sport ou deux par semaine. C'était comme ça. Et du coup, bah, on a toujours vécu avec le sport et la danse a été, je pense, la chose qui remplace le kiné aujourd'hui. Et c'est pendant 3 ans, j'ai pas eu de kiné. Là, j'ai repris il y a pas longtemps parce que tu as tous les bienfaits du kiné, l'étirement. Tu cherches aussi, tu peux retrouver la musculation en faisant des mouvements de danse. Donc c'est un très très bon compromis la danse, avec énormément de rigueur et j'adore la rigueur et c'est ce qui me plaît. T'avais des amis à la danse? Oui, enfin j'ai toujours des amis, c'est toujours les mêmes. Après, ça reste un monde assez dur quand tu fais de la danse classique parce que même si on va être ami avec toi, c'est quand même un monde faux. Mais oui, aujourd'hui, le groupe où je suis, on est bienveillante et il n'y a aucune compétition et aucun enjeu derrière. Mais je pense que s'il y a un enjeu derrière, tu as des amis, mais c'est pas forcément les vrais amis que tu peux avoir. Pourquoi tu dis ça? Parce qu'en fait, toi, à la base, la danse, tu le pratiques pas pour devenir une grande danseuse étoile, tu le pratiques, pour, le loisir, le plaisir. Donc normalement, il est pas censé y avoir de compétition entre vous. Alors, je suis dans une école où il y a un excellent niveau. Pour te donner un ordre d'idée, Isabelle a fait rentrer un garçon de 8 ans à l'Opéra de Paris l'année dernière. On a énormément de danseuses qui rentrent après dans des compagnies. Donc, tu as toujours ce niveau qui est recherché et le fait de toujours, entre guillemets, être bien vu par Isa euh, pour, euh, pour faire des compétitions et aller plus loin. Moi, il n'y avait pas ce but-là derrière, mais tu vas toujours, entre guillemets, être en compétition pour être la chouchou d'Isa et pour aller plus loin. Isa, c'est la prof. Tout à fait, c'est la directrice. Est-ce que tu as des regrets sur, ton Du tout. enfance, Bah, peut-être de ne pas l'avoir assumé avant et de m'être bouffée comme ça parce que bah, du coup, je suis devenue extrêmement stressée. Je vis avec des fleurs de bac tout le temps. Et je pense que bah, si je l'avais assumé, bah, j'aurais vécu mieux mon enfance et j'aurais peut-être plus profité. Après, non, j'ai aucun regret et voilà. la dyslexie, tu la gères comment au quotidien? Je pense que c'est plus ça le handicap que mon handicap physique aujourd'hui, c'est plus la dyslexie effectivement. Bah, j'ai un super employeur qui m'a offert un super ordinateur. Donc je dicte tout à mon ordinateur. D'une parce que bah, je peux plus bouger, enfin je peux plus bouger mes doigts du côté gauche, donc je peux pas taper du côté gauche, donc ça me fait perdre un temps fou. Et de deux, vu que je dicte, je n'oublie pas des mots et je fais quasiment plus aucune forme d'orthographe et donc les clients le savent pas et ça reste très professionnel. On peut dire que tu quittes, Quick MS, cet été? Pour de nouvelles aventures ou Oui, bien sûr, OK. Alors tu ne nous abandonnes pas, tu pars pour de nouvelles aventures et tout nous à te fait. soutenons là-dessus. Moi, la question que je me suis posée, c'est, est-ce que tu abordes le sujet de la dyslexie en entretien? Tout à fait. Dès que je suis arrivée, enfin, dès que j'ai passé un entretien, que même avant d'être chez Quick MS, je le dis toujours soit au début, soit à la fin, pour qu'il n'y ait pas il y a pas de surprise derrière et qu'on puisse s'adapter parce que si demain j'ai pas un logiciel pour dicter ou quelque chose d'adapté, je sais que je pourrais pas travailler de bonnes conditions et je serai pas performante. Donc oui, je le dis et ça pose aucun problème là, par exemple pour ma future entreprise. Ils ont tout de suite pris rendez-vous avec le médecin du travail et avec Cap Emploi, si je me trompe pas, pour acheter eux, ils sont contre Apple, c'est leur politique. Et donc, pour acheter un logiciel que j'avais déjà d'ailleurs offert par la MDPH quand j'étais petite, qui s'appelait Dragon, qui permet de dicter tout et de corriger d'orthographe.
Donc non, ça posait pas de problème et même j'ai l'impression que les entreprises sont contents que je leur dise. C'est C'est ça bizarre à ça t'est dire. déjà arrivé dans un entretien d'avoir, quelqu'un qui a un moment de recul ou qui te dit: «Ah, je sais pas si je vais prendre le risque, de prendre une personne dyslexique pour un job de commercial, si jamais elle fait des fautes, en s'adressant aux clients, vive notre image», quoi. Tu vois? Ça t'est déjà Alors arrivé de rencontrer des personnes comme ça? oui, alors c'était même pire, il y a pas si longtemps que ça, il y avait une personne qui m'avait contactée sur LinkedIn, donc même si, je cherchais pas forcément un poste, c'est toujours intéressant de faire des entretiens juste pour faire des entretiens et cette personne-là, du coup, met le poste comme quoi il était en hybride, il était sur Bout Bel Air, pour pas donner le nom de l'entreprise. Donc il m'explique le poste, et je lui dis, comme vous avez dit en hybride, c'est combien de jours de télétravail? Il me dit: «Ah bah, il y a pas de jours de télétravail, mais si je mets pas en hybride, j'ai personne qui postule». Oh mon Et Dieu! je lui dis je lui dis: «OK, très bien, mais moi voilà, je suis reconnue RQTH», donc il connaissait pas le mot, donc je lui explique et il me dit: «C'est quoi votre genre d'handicap?» Et je lui dis: «Mais ça vous regarde pas». Donc je lui explique et il me dit: «Ah oui, non, mais je peux pas embaucher n'importe quel handicapé». Et je lui dis: «Mais moi, je peux pas travailler avec n'importe quelle entreprise non plus». Donc ça s'est fini comme ça. Mais oui, j'ai été assez choquée et je pense que ça a dû le faire 1 an ou 2 qu'il recrutait parce qu'il a envoyé des messages à tout le monde, dont des personnes que je connais qui sont commerciales, aujourd'hui. Et je pense qu'il a fait tout le tour de Bouts-Bel-Air enfin tout le tour des Bouches-du-Rhône et voilà, mais oui, Ah c'est mais triste. je suis choquée, il existe encore des gens comme ça aujourd'hui? Oui, mais je pense que c'est une toute petite entreprise familiale, donc je pense qu'il est pas forcément au courant des lois malheureusement et qu'il est très vieux sur ses méthodes de travail. Et alors quand tu fais face à ce genre de personnes, tu te dis pas, enfin tu te sens pas blessé? Tu te dis pas, Non, ouais, avant ça aurait pu me blesser, maintenant j'assume tellement et je suis tellement fière de mon handicap. Alors c'est bizarre à dire et même là tu me disais: «Ouais, j'aime pas utiliser ce mot». Moi ça me dérange pas du tout de dire que je suis handicapée, que non, ça m'a fait ni chaud ni froid, ça m'a même fait plaisir de le remballer. C'est bizarre mais non. Ouais, non, après ça m'est arrivé une seule fois et après j'ai pas passé 10 000 entretiens non plus, mais ça m'est arrivé qu'une seule fois que j'ai une personne qui réagisse comme ça et qui était choquante dans ses propos. chez Quick MS, tu étais quand même dans un environnement, j alors tu peux me corriger, hein, c'est pas parce qu'on est chez Quick MS que tu qu'on va vendre, des fleurs, tout le temps. Mais tu étais quand même, bien entouré. Enfin Nicolas, c'est un manager, extrêmement bienveillant, en tout cas moi Complètement. de ce que j'en pense au niveau RH. T'as pas peur dans la nouvelle entreprise de te retrouver avec un manager peut-être, moins patient, moins compréhensif, hem et puis Nicolas, il a ce côté lead où il t'aide vraiment à progresser, il te montre, il t'explique, tu pas peur un peu d'être, «lâché» entre guillemets et finalement de pas être épaulé? Alors, j'avais peur au début, c'est pour ça que la première fois, j'avais pas accepté leur, proposition il y a 1 an. Après, la personne qui me recrute aujourd'hui, ça je sais pas si je peux le dire, faudra voir avec Nicolas, mais c'est, Nicolas qui l'a formé en tant que manager. Ils ont énormément discuté sur moi. Donc elle sait, comment je travaille et elle sait comment je suis et inversement, bah, je pense qu'elle est aussi bienveillante que Nicolas et qu'il y aura pas de souci derrière. Mais oui, ça C'est m'a fait quoi très peur. c'est quoi le challenge, que tu t'es fixé pour ta carrière? Si on croit au Père Noël, moi j'aimerais bien aller jusqu'au bout, être au DG, enfin moi je suis fan d'Apple, donc travailler pour Apple ou être au DG d'une grande boîte. Après soyons réalistes, mon rêve c'est d'être directrice commerciale plus tard. Manager une équipe, Ouais, ce serait bien. tu penses que tu serais quel genre de manager? Ça c'est un autre, je pense que je peux être quelqu'un de bienveillant et expliquer les choses, mais après je suis très dure avec, moi et avec les autres dans le privé, donc je pense que je vais attendre pareil dans le pro. Après ça s'apprend, mais je pense que je risque d'être, oui, très dure dans l'attente des objectifs que je vais avoir derrière et je vais essayer de les challenger le plus possible. Le fait, d'avoir, un handicap, donc j'entends que tu es très exigeante avec toi. Est-ce que parfois c'est pas un frein?
Genre, des fois, ta mère ou ton frère, ils te disent pas: «Bon là, t'abuses, c'est bon, ralentis» ou «Revois l'exigence plus basse». Non, jamais et pour l'instant, je me remets toujours en question sur, mon travail, sur la façon, que je suis et si je dois améliorer mon travail, il faut toujours l'améliorer de toute façon, surtout que là, je suis une junior. Mais par contre, je veux pas baisser mes exigences parce que j'ai jamais baissé mes exigences depuis toute petite et ça m'a réussi et je pense que pour réussir, faut avoir des exigences très dures et essayer de se donner les moyens pour y arriver. Après, c'est pas pour ça qu'on y arrive. Généralement, on a tendance à être, comment dire? Même dans le milieu pro, tu vois, moi, au niveau RH, j'ai tendance à être plus vigilante, plus, peut-être pas protectrice, mais, en tout cas, à être plus sur le dos, de personnes, et qui ont un handicap. Donc tu es pas la première salariée, qui a un handicap et bon, pour le coup, j'ai pas trop eu besoin de m'occuper de toi. Mais, et donc, généralement, tu en viens enfin, tu peux avoir comment dire? La manière dont tu vas traiter tes collaborateurs peut les infantiliser, tu vois? Et je me souviens au Je premier team building, que j'ai fait, avec, Cookie Mess, on était en rando, beaucoup de gens te demandaient, comment ça allait et moi j'ai fini par te dire: «Est-ce que ça va? Est-ce que, tu veux qu'on fasse une pause?» et cetera et à un moment donné, je t'ai sentie agacée. C'est-à-dire que je me demande si, à un moment donné, la bienveillance des gens, ça te frustre pas, ça t'agace pas? Un peu, parce qu'effectivement, est-ce que tu enfin après, je sais que Christophe, il est très, très bienveillant, il le demande à tous ses salariés, mais est-ce que s'il y avait un salarié, on va dire, «normal» entre guillemets, il y aurait eu autant de demandes, surtout que je sais que je peux avoir enfin, j'ai les capacités de faire cette rando, le contexte était un peu particulier, j'avais extrêmement mal au ventre ce jour-là aussi, mais j'ai les capacités de faire cette rando, après peut-être plus longue que certaines personnes ou mais oui, des fois, oui, ça m'énerve. J'avais une AVS au lycée, c'était l'AVS qui restait et ça m'insupportait, qui restait avec moi, qui m'apportait un parapluie quand il pleuvait. Enfin, on aurait dit, ma maman numéro 2, alors que ma mère, il pleut, je prends pas mon parapluie, bah, tant pis pour toi, tu grande, c'était à toi de prendre ton parapluie. Donc oui, ça peut entre guillemets «un peu m'agacer». Après, je comprends également, le point de vue des autres. L'image de fragilité, qu'on te colle, surtout que, tu as l'air, toute jeune, toute, voilà, tu as 25 ans, j'ai l'impression que c'est un truc que tu aimes pas trop. Que tu préférerais qu'on te considère moins comme une enfant et plus comme une adulte, indépendante, genre, il y en a qui sont pas pressés de vieillir, mais toi, pour le coup, on dirait que, Complètement. bah, tu attends ce moment-là. Ah oui, complètement. Bah, j'ai toujours déjà traîné avec des personnes plus âgées que moi et effectivement, comme j'ai jamais eu alors j'ai une maman toujours, là si besoin, mais j'ai jamais eu une maman protectrice, qui m'a «chouchoutée» entre guillemets comme un enfant que, bah, du coup quand on me le fait, j'ai pas l'habitude et je suis pas forcément trop fan. Et ton frère? Ah mon frère, il m'a pas du tout chouchoutée. Il m'a martyrisée, c'est vraiment les bagarres entre frères et sœurs, «Je vais t'étrangler, je vais te faire la misère». Après c'était moi la plus dure dans l'histoire parce qu'en maternelle, on a dû nous séparer parce que je lui demandais de faire mes devoirs à sa place. Enfin, je lui demandais de faire mes devoirs, à ma place. Donc non, mon frère m'a pas du tout chouchoutée. Comment est-ce que tu construis ton identité, face, au handicap? Quel regard est-ce que tu portes sur toi? Alors c'est une très bonne question. Je dirais un regard, normal. Enfin, je sais pas ce que tu attends de la réponse parce que j'arrive pas à peut-être la comprendre. Alors, parfois, tu vas avoir des gens qui vont te dire, «Moi, j'aurais aimé être une personne normale» et d'autres qui vont te dire: «Bah, en fait, je me verrais pas être une personne», alors je mets des guillemets quand je dis «normale», «je me verrais pas, vivre sans mon handicap». Donc ça veut dire qu'il y en a, elles ont carrément assimilé leur handicap, à l
elles le voient pas, tu vois? C'est un truc, totalement normal, ça fait partie intégrante de, leur identité. Et d'autres, il y en a, elles ont vraiment du mal à forger, leur identité, face à un handicap ou une maladie, tu vois? Ça les gêne que l'on définisse, que la particularité qu'elles possèdent définisse leur identité. Comment est-ce OK, je que vois. toi tu le prends? Bah, pour moi, ça fait complètement partie de mon ADN. Je le vois plus aujourd'hui. On va dire que des fois, je peux avoir des petites baisses de mood si je me rends compte que c'est surtout avec ma main gauche où j'ai perdu pas mal de motricité fine. Je peux pas arriver à faire certaines choses. Sinon, sur tous ce que je veux faire, bah, ça me bloque pas et je le vois pas. J'ai fait le 4L trophy. Je sortais d'une opération. Je me rappelle, je me suis déchiré le ligament. J'étais enflée, pendant le 4L Trophy, mais je l'ai fait quand même. J'ai fait le MC Swing Challenge. Merci à Nicolas d'ailleurs de m'avoir entraîné parce que on partait loin. Là, je fais une course à pied en septembre, donc en fait, ça m'a jamais bloqué sur mes objectifs. Et tout ce que je veux faire, si on sort de la motricité fine, parce que ça, c'est même si je m'entraîne pour, ça reste de la motricité fine. Bah ça me bloque pas et la motricité fine en vrai ça sert pas énormément aujourd'hui à part écrire de la main gauche ou taper sur un clavier. C'est vrai que j'aimerais bien taper sur un clavier comme tout le monde. Ça, je sais que j'y arriverai jamais, mais dicter, c'est mieux, on gagne du temps. Ton handicap, il est évolutif? Oui. Si je vais prendre un exemple, après tu coupes ou pas. Par exemple, les annonces qui s'est passées en janvier m'ont énormément stressée, m'ont énormément tendue et c'est là où j'ai perdu énormément du côté gauche parce que plus je contracte, plus je fais de la spasticité. La spasticité, c'est comme des contractions. Et donc là, bah, j'ai perdu en motricité vraiment du côté gauche. Et quand j'ai vu mon spécialiste le 5 juin, il m'a dit soit tu te reprends en main et tu fais de la kiné, soit on part sur du botox. Donc oui, je peux quasiment refinir en fauteuil peut-être dans 10 ans si je fais pas attention. Si je reste assis sur mon canapé à rien faire, après, comme je reste quelqu'un de sportive et qui adore bouger, moi je cherche à évoluer et pas à régresser. Quand tu perds de la motricité, est-ce que tu peux la récupérer ou est-ce que c'est définitif? Non, je peux la récupérer. Tout se récupère. C'est juste du travail. C'est beaucoup plus compliqué que quelqu'un qui se muscle. En fait, tu muscles et tu fais de la souplesse, mais vu que tes muscles ils sont atrophiés, pour les muscler, c'est beaucoup plus compliqué. Mais là, par exemple, ça fait un mois que j'ai recommencé la kiné. J'ai la main gauche plus souple que la main droite. Donc après, c'est juste être focus sur son travail, avoir de la rigueur et tu peux très très vite récupérer. Te dire que tu as un risque, enfin savoir que tu as un risque de finir en fauteuil roulant, tu vis comment avec ça? Alors le risque, il est quand même très, très faible parce que quand tu es adulte, tu es stable comparé quand tu es enfant où là, le risque, il est beaucoup plus élevé. Mais ça me fait pas peur parce que, bah, par exemple, le week-end, je fais beaucoup de balades randonnées avec mes chiens, je nage, enfin, je reste pas assis à rien faire. Donc à part si là, je fais un AVC ou que j'ai un accident de voiture, mais comme une personne lambda, je vois pas comment je pourrais finir en fauteuil à part à 90 ans comme, beaucoup de personnes malheureusement. Est-ce que tu as un risque d'AVC, parce que tu vois, tu as des personnes, arrivées à un certain âge, elles sont sujettes, aux AVC et Mmh. d'autres pas. Est-ce que, toi, tu fais partie de ces personnes qui ont ce risque-là? Tu es dans, Pas à ma connaissance. Je pense que en fait, il y a deux histoires, sur mon handicap. Le premier, c'est un AVC, dans le ventre de ma maman et le deuxième, c'est qu'en gros, il y avait pas assez de place parce qu'on était 2, on est des jumeaux et du coup, je me suis, cogné la côte de ma mère et ça fait une cicatrice au cortex droit. Donc on sait pas la vraie histoire parce que, bah, personne n'était là quand ça s'est passé. Mais tout le monde peut faire un AVC et je pense que bah, tu fais un AVC une fois et pas 10 fois, enfin j'espère pas. Donc je pense pas qu'il y ait de risque vraiment. tu as une peur en particularité ou pas? Non, aucune. Donc tu vis normalement, tranquille. Complètement. Par exemple, quand j'ai passé mon permis, je devais passer voir un médecin de la préfecture pour savoir si j'avais le droit de passer mon permis en manuel.
De base, il voulait me donner une boule et pour moi, c'était hors de question qu'il adapte ma voiture. Et donc, on s'était Donc mis la d'accord. boule, c'est... Pardon, je te coupe. La boule, c'est ce qu'on fixe sur le volant et au lieu de tourner le volant, en fait, C'est ça. on a juste une poignée, quoi. Mais du coup, si tu mets une boule, tu vas me faire perdre en motricité et c'est pas le but. Du coup, on s'était mis d'accord sur le minimum, c'était 20 heures, je crois. Bah, moi, le minimum, c'était 40 heures. Et au bout de 40 heures, c'était bête, mais j'arrivais pas avant à allumer les feux en faisant comme ça avec ma main gauche. Et à force, bah, je savais très bien le faire. Mais il m'a fallu, j'ai passé mon permis, j'ai eu la première fois, mais il m'a fallu presque 50 heures. Mais c'était un choix et c'était voulu, mais je voulais pas qu'on adapte ma voiture. Et j'ai passé en manuel. Alors maintenant, je suis passée sur l'automatique pour du confort, mais enfin, personne pensait que je pouvais passer mon permis en manuel. Même ma maman, elle m'avait acheté une voiture en automatique parce qu'elle pensait qu'il me demanderait de passer en automatique. Et aujourd'hui, tu conduis de la manuelle ou de l'automatique? L'automatique, c'est plus confortable, surtout à Marseille quand si je viens au bureau. Mais bon, ça sert toujours le permis manuel au cas où. Euh, Chez Quick MS, on a une culture feedback. Le feedback, c'est ce qui remplace les jugements, les critiques, etc. Comment est-ce que tu prends les feedbacks constructifs? Je les prends beaucoup mieux que les feedbacks de remerciement parce que je sais que ça peut me faire progresser et que c'est que du bienveillant. Alors que les remerciements, ça reste du positif, mais même là, par exemple pour l'interview, j'étais stressée au début, maintenant bah, tu m'as mis super à l'aise et j'ai du mal à recevoir du positif. Donc je préfère Pourquoi? quasiment, je sais pas, ça me gêne, je suis gênée, je peux être émue, je suis vraiment pas à l'aise sur du remerciement. Tu te sens légitime, quand on te dit, «C'est du bon boulot, merci beaucoup», Bah, je sais pas en fait. Oui, enfin, d'un côté, bah, je pense que je travaille pour et je vais pas semblant de travailler, mais d'un autre côté, je vais me dire: «Est-ce que vraiment, je le mérite? Est-ce que je pourrais pas faire mieux?» Enfin, du coup, ouais, je suis pas forcément très à l'aise sur un feedback de remerciement. Je préfère qu'on fasse que des constructifs, alors peut-être que certaines personnes préféraient du remerciement, mais ouais. J'ai l'impression que quand on est beaucoup dans la progression, comme toi tu l'as toujours été, dans ta vie jusqu'à maintenant, c'est-à-dire, je dois, travailler pour bien faire les choses, je dois faire de la danse pour garder en motricité, tu vois? D'être toujours dans l'effort, et d'avoir ce truc de: «Je peux toujours faire mieux», bah, en fait, tu jamais satisfaite. C'est pour ça que tu prends pas le remerciement, Peut-être ou aussi peut-être un manque de confiance en soi aussi sur le remerciement par rapport au passé que j'ai eu, je sais pas. Oui, après oui, je suis jamais satisfaite, ça, je le sais, c'est mon gros problème. Comment est-ce que tu travailles ta confiance, en toi? Enfin, ça se fait naturellement. Je pense que le déclic du lycée m'a fait énormément de bien. Après, enfin, si on va me faire un reproche, je vais tout de suite me remettre en question. Christophe m'a fait un petit feedback la semaine dernière et c'est vrai que j'avais pas remarqué, mais c'est la réalité. Il m'a dit que j'avais fait une erreur devant le client et effectivement, on s'était pas compris sur un point. Et je lui ai pas tenu tête, mais je suis restée professionnelle et je lui dis: «Ah mais je pensais ça, mais il y a pas de souci, bah du coup je vous présente comme ça» et je continue ma présentation. Et il m'a dit: «Il y a un an, tu te serais effondrée» et c'est vrai qu'il m'aurait dit ça un an devant le client, je serais restée professionnelle, mais je me serais effondrée littéralement. Alors que maintenant, bah, je sais comment je dois travailler et je sais mon travail. On s'est juste pas compris sur un point et après, bah, j'ai continué, donc je vois l'évolution, mais je pourrais pas dire que je travaille dessus. Ça se fait naturellement, je pense. Comment ça s'est passé ton arrivée dans le monde professionnel, lors de ton premier apprentissage? Bah, du coup, mon premier apprentissage chez vous, après j'ai eu des stages avant, mais ça s'est toujours très bien passé. Après j'ai toujours, été une «bosseuse», entre guillemets, genre, j'ai commencé à travailler à 16 ans pour Tupperware, j'en faisais du Tupperware. Donc j'ai toujours, adoré travailler et je me rappelle petite, je faisais 4 cahiers de vacances par vacances. D'ailleurs, c'était la punition de ma maman, c'était de me punir de cahiers de vacances. Donc j'ai toujours adoré travailler. J'ai du mal à prendre des vacances.
Et donc, les stages, c'est toujours très, très, très bien passé et l'apprentissage également. Euh, Alors 4 cahiers de vacances, je me dis, en fait, quand on fait 4 cahiers de vacances pendant ces vacances, c'est qu'on a quelque chose à prouver. Est-ce que tu as la sensation ou tu avais la sensation de devoir prouver quelque chose? Alors non, regarde là, j'ai encore mon cahier de vacances. Non mais sérieux? Avec, Cet été, tu vas faire, bien sûr. oh là là! En fait, et ça, c'est ce que me reprochait Nicolas, c'est que, en fait, travailler pour moi, c'est pas un jeu, parce que, attention, on est quand même sur des postes à responsabilité et il faut pas les prendre à la légère. Mais pour moi, c'est des vacances. Enfin, je sais pas comment t'expliquer. Quand je suis en vacances, surtout les premières vacances chez Cookems, les premières vraies vacances il y a un an, bah, j'étais en stress, je regardais mes mails tout le temps, ça me manquait, je m'ennuyais. Alors que, enfin, c'est bête, mais moi, ce qui me plaît, c'est de travailler et être en vacances, ça me fait pas plaisir. Quand je suis tombée malade en janvier, que j'avais eu 3 angines d'affilée, à un moment, mon docteur, il me dit, Anaïs, ce serait quand même bien de faire peut-être une semaine d'arrêt. J'étais, non, pas du tout. Moi, je veux des médicaments, j'ai pas besoin d'arrêt. Parce que je me vois pas travailler, en fait. Hem, j'ai fait exprès de m'éloigner un peu du sujet sensible, qui est ta maman, histoire de te faire, reprendre ton souffle, mais je voudrais y revenir si tu me le permets. Bien sûr. Est-ce que tu as déjà demandé à ta mère, si elle s'était sentie responsable de ton handicap et comment elle l'avait vécu, en fait? Non. Je pense qu'indirectement, peut-être elle se sent responsable, surtout qu'elle a été seule, parce que mon père n'a jamais assumé. Genre, mon père, c'était le genre de personne, déjà, il me prenait pas en vacances parce qu'ils sont divorcés, tu vois, il prenait que mon frère. Ou s'il me prenait, c'est tu marches devant, tu marches derrière, et devant tout le monde, c'est pour bien marcher, il faut mettre d'abord le talon et ensuite la pointe des pieds, ou d'abord la pointe des pieds et ensuite le talon. Donc, c'est elle qui a vraiment, avec ma mamie, qui m'a accompagnée aux séances de kiné orthophoniste, parce que bah, elle, derrière, elle a un vrai travail, enfin, elle a un vrai travail. Ma mamie, elle a retraite, mais je veux dire, elle a un poste qui prend énormément de temps, aussi professionnel. Donc je pense que oui, sur le coup, elle a dû s'en vouloir. Après, elle s'est toujours battue pour que, entre guillemets, le problème il se résout, même si c'est pas de sa faute, attention. Elle a toujours fait tout pour qu'on s'en sorte et qu'on ait la meilleure vie avec les meilleures écoles derrière. Si tu devais lui dire un truc aujourd'hui, ce serait quoi? Merci, mais elle le sait. Tu sais que je vais finir par pleurer moi aussi, hein, à ce rythme-là. Je t'ai dit, c'était full émotion. Aujourd'hui, tu as une relation, fusionnelle avec ta mère, Complètement. j'imagine? Bah, elle sait que je suis très très fière de sa carrière et même c'est un exemple. J'aimerais avoir la même carrière qu'elle parce qu'elle est partie de rien. Elle a fait un BTS parce que mon papy avait fait un infarctus, donc elle n'avait pas continué ses études. Et maintenant, elle est quand même DRH d'un grand groupe, associée d'un grand groupe. Euh, et elle s'est donné les moyens pour y arriver. Elle travaille peut-être un peu trop si elle m'entend, mais elle le sait. Mais franchement, je suis super fière d'elle et j'aimerais avoir la même carrière qu'elle. Est-ce que, tu as eu le sentiment qu'elle a fait des sacrifices, pour toi? Alors, pas forcément pour moi, pour nous, ça elle nous l'a dit, parce que comme entre guillemets, ça a été une maman célibataire qui devait élever des enfants. Derrière, il y a quand même un coût, surtout quand tu as un enfant handicapé, parce que bah, la réalité des choses, c'est que oui, en France, on te paye une partie. Moi, je suis à 100% sur pas mal de choses, mais les équipements, parce que j'avais des orthèses, des corsets, enfin, ça coûte extrêmement cher et c'est pas remboursé à 100%, quoi qu'il arrive. Donc derrière, elle nous le dit aujourd'hui. Elle travaille énormément, elle gagne énormément bien sa vie, mais parce que derrière, il y avait tous ces coûts à payer où mon père l'a jamais aidé. Et donc notre école privée, nos logements quand on était étudiant, le côté où il y a eu besoin quand j'étais petite d'aménagement, de choses comme ça, bah du coup elle l'a fait indirectement contre sa vie privée. Oui, ça elle nous le dit, mais elle le regrette pas aujourd'hui. Hem, on arrive bientôt à la fin.
Tu vas Ok. pouvoir souffler. J'ai 2 questions signature, pour le podcast. La première, c'est, quelle question est-ce que tu n'aimerais pas que je te pose? J'ai pas de question que t'aimerais pas que. J'assume tout. Après, avec émotion ou pas, mais j'assume tout. Et est-ce qu'il y a des questions que tu n'aimes pas que l'on te pose dans la vie de tous les jours? Toi et moi, Non. aujourd'hui, on se connaît, on travaille ensemble, je suis ta RH, encore pour 1 mois et demi. Bientôt, je le serai plus. Mais, est-ce que tu as pas des questions parfois, où tu as le sentiment que c'est intrusif? Non, enfin, je suis à l'aise sur tout, sur, tout ce qui me tourne autour. J'ai pas à avoir de questions, même quand on me pose des questions: «Pourquoi tu as changé de nom?» Bah, j'assume complètement. Je voulais pas le nom de mon père, je voulais pas le nom d'un loser, je voulais le nom d'un winner et du coup, bah, j'ai gardé celui de ma maman. Non, Bah, je ça, c'est direct, hein. ah, c'est direct, mais c'est ce que j'ai dit. Hem Mais non, il y a pas de j'ai pas de questions. Je vois pas après, peut-être que tu trouves une question et là je te dirais: «Ah, Lina, c'est un peu» mais là comme ça, je vois pas. Quelle question est-ce que tu aurais aimé que je te pose? Je sais pas. Je sais pas. Bah, je pense qu'on a fait le tour. Peut-être, peut-être une question sur le fait, comment j'en suis arrivée là, le tout début, parce qu'en vrai, ça a été, grâce à mon frère. Moi, j'ai vu mon frère marcher à 4 pattes. Je pouvais pas marcher à 4 pattes et en fait, dans ma tête, je voulais faire comme lui. Du coup, je marchais à 4 pattes. Enfin, il m'a fallu du temps, hein. Je crois que j'ai commencé à marcher à 4 pattes à 1 an comparé aux 2 autres enfants. Et je copiais mon frère, en fait. Mon frère, ça a été mon modèle. Tu as Voilà. commencé à marcher, debout à quel âge? Très bonne question, parce qu'en fait, à un moment donné, et ça, c'est ce que m'a montré maman sur des vidéos, parce que je n'avais pas le souvenir, mais à un moment donné, comme c'est une hémiparésie et pas une paralysie, tu as comme des flashs de données qui te reviennent. Donc, tu utilises ta main gauche alors que bah, elle est paralysée. Donc, petite, en fait, j'utilisais très bien ma main gauche. Je marchais à peu près bien. Et en fait, c'est en grandissant que les flashs de données se sont doucement enlevés. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais. Attends, je remets juste mon écouteur contre mes cheveux. Donc c'était, ouais, c'était peut-être des flashs, ouais, flashs de données. Alors ça veut dire que ta main gauche, donc aujourd'hui, il y a une certaine, paralysie, mais tu as Oui, su l'utiliser à un moment donné, oui, normalement. Donc en fait, si complètement. jamais tu arrives à te souvenir de comment l'utiliser, tu peux récupérer la motricité de ta main gauche. Alors il y a aussi le côté musculaire, parce que regarde, enfin, si tu vois ma main gauche comparée à la main droite, elle est quand même 2 fois moins grosse. Ouais, ouais, Donc, effectivement. mais effectivement, oui, si je sais comment utiliser, si je sais comment utiliser ma main gauche, oui, je peux récupérer des données et c'est comme ça que je fais que progresser et que je régresse quasiment pas. Mais alors attends, ces données-là, c'est-à-dire que tu peux oublier comment utiliser ta main gauche? Alors, peut-être plus aujourd'hui parce que j'ai quand même un bon niveau d'utilisation, mais enfin, je petit, c'est différent parce que tu évolues très rapidement, donc tu peux régresser très, très rapidement. Mais oui, par exemple, avant, je savais, il y a 1 an, par exemple, je savais comment, c'est bête, hein, mais manger avec la cuillère, du côté gauche. Là, aujourd'hui, je suis incapable de le faire. Je pense qu'il y a un problème de motricité, certes et de souplesse, mais il y a aussi le côté où je vais plus savoir prendre, la main gau enfin, la cuillère. Il y a un moment aussi où, par exemple, je vais dire un mot bête, mais le mot «maman», ça arrive beaucoup à dyslexie, des fois, je sais plus l'écrire alors que c'est un mot que je vais savoir écrire, mais d'un coup, je vais avoir un bug en mode: «Mais c'est un E, c'est un A pour le «an». Alors que maman, tout le monde le sait l'écrire, surtout à 25 ans. C'est intéressant. Ouais. Je savais pas, d'accord, OK. On dirait genre ton cerveau, il fonctionne, comme un ordinateur. Soit il a les données, soit il les a pas. Ben notre cerveau, c'est un ordinateur en vrai, hein. Et comme c'est une cicatrice au niveau du cerveau, bah,
c'est une cicatrice qui s'est fait fur et à mesure, donc qui a enlevé des données à un moment. Euh, et après, les médecins te diront plus, c'est des, tu sais, t'as l'habitude, donc c'est des, j'aurais pas le mot, mais comme des spasmes d'utilisation quand t'es bébé, et après qui s'enlèvent. Mais je sais qu'eux, ils l'avaient remarqué, enfin ma mère l'avait remarqué parce que j'utilisais pas du tout ma main gauche et la pédiatre avait dit non mais elle est juste feignante, elle lui avait dit non il y a un autre problème et en cherchant c'est comme ça qu'il l'avait trouvé. Ah, donc ta mère a quand même été confrontée à des médecins qui sont Ah bien venus, sûr. mettre, en gros, le dysfonctionnement sur, sur toi, en fait. Genre que ça venait de toi, ça venait pas forcément, Ah, ah, d'un complètement. handicap ou ah Bah, ouais? quand moi j'ai été, je pense, diagnostiquée à l'âge de 3 à 9, de 6 à 9 mois, je dirais. Je pourrais pas te donner la date exacte, il faudrait faire une interview avec mon moon. Mais si tu veux, au début, enfin, t'es un bébé, donc c'est normal que tu marches pas. C'est complètement normal. Donc c'est à force de pas utiliser ma main gauche qu'elle s'est dit il y a un problème parce que mon frère l'utilisait très bien. Et donc elle est allée voir le pédiatre. Le pédiatre lui a dit ah bah non, elle est juste feignante, ça va arriver plus tard. Et elle a dit non, non, il y a un problème. Et c'est là où ils ont commencé à chercher, qu'ils ont fait, je me rappelle, on faisait plein d'IRM complets du cerveau, enfin, pour comprendre d'où venait le problème. Est-ce que je reviens encore sur cette histoire de cuillère et de main gauche, est-ce que tu peux, heu, apprendre à ton cerveau ou en tout cas lui donner de nouvelles données? C'est-à-dire aujourd'hui, t'entraîner à prendre la cuillère de la main gauche? Complètement. Oui, bah, en kiné, c'est ce qu'on te conseille et ce qu'on fait. D'ailleurs, il y a une autre kiné qui s'appelle, bon, qui utilise que le haut du corps, qui est de la proprioception. Non, c'est pas ça. Et en fait, oui, t'apprends il faudrait, en fait, j'ai pas le temps de le faire, mais oui, il faudrait que je reprenne une cuillère et que je me force à manger avec. Et tant pis si je m'en mets partout, ou tant pis si je m'en mets par terre, mais oui, il faut que j'apprenne à faire comme ça. Comme le clavier, en vrai. Enfin, moi, j'ai pas de problème de motricité de la main gauche, mais je l'utilise pas pour, prendre la cuillère, tu vois? Enfin, parce que je Mais suis parce que c'est droitière. pas. Mais oui, c'est ça. Comme t'es droitier, enfin, pareil quand je travaille, en vrai, je pense que si je prenais vraiment le temps et que je me forçais à écrire un par un sur un clavier, bah, je pourrais jamais taper avec 5 doigts, on va pas se mentir, mais je pourrais avoir une nouvelle motricité au niveau du clavier, mais quand tu travailles ou quand tu manges, t'as pas le temps en fait de te dire ah il faut que je fasse comme ça, bah tu le fais intuitivement et c'est là où tu travailles pas la main qui a un problème. Merci d'avoir, Bah, merci. répondu, en toute franchise et avec beaucoup d'émotion. Tu m'as donné la larmichette tout à l'heure Je aux t'avais questions. prévenu, hein, c'est full émotion, mais c'est vrai que c'est que quand on parle de Momo, je sais pas pourquoi. Euh, mais Je ouais. pense que tu es parfaitement consciente que quand même tu es devenue la femme que tu es aujourd'hui en partie grâce à elle. Ah, complètement, Tu complètement. regrettes, de pas lui avoir dit plus tôt que tu avais été harcelée étant plus jeune ou pas? C'était à Oui et refaire, tu referais non. différemment? Je sais pas. En vrai, je sais pas parce que je sais qu'elle aurait été très impulsive. Je pense qu'elle aurait défoncé le collège, l'école, enfin, je la connais. Euh, Après, est-ce que ça aurait changé quelque chose que je lui dise que je me faisais harceler? Peut-être que j'aurais permis de m'accepter plus facilement. Peut-être qu'elle m'aurait dit viens, on va voir un psy, ou viens, on va en parler. Reste pas dans son coin parce que oui, si j'aurais, parce qu'à un moment j'étais vraiment au bout du rouleau et quand j'ai dit que je voulais me suicider, j'étais vraiment au fond et je pense que je l'aurais fait. Donc oui, si je l'avais fait, ouais, je pense que j'aurais regretté aujourd'hui parce que c'est tellement une belle aventure et j'ai tellement une super belle vie que bah, c'est dommage d'en arriver là, quoi. Le jour où tu lui as dit, «J'ai pensé à mettre fin à mes jours», tu as ça Après, comment? bah, en fait, Moumoun, c'est Poker Face. Donc, c'est Poker Face. Donc, je sais que ça l'a atteint, mais elle va pas me dire que ça l'a atteint. Mmh. Après, je la connais très bien, mais elle va pas se mettre à pleurer devant moi, par exemple. Moi, je la vois pleurer, mais c'est pour des choses qui la touchent elle, personnellement. Mais si je lui dis, ouais, on m'a frappé, on m'a harcelé, j'ai voulu me suicider, elle va me dire pourquoi tu m'en as pas parlé, elle va essayer d'être au calme, au fond, elle va bouillir, mais elle va jamais se mettre à pleurer ou quoi que ce soit devant moi sur ça. Tu avais quel âge quand, tu as eu cette pensée, suicidaire? J'avais
J'étais au collège, donc je pense 11-12 ans. Ah ouais, quand même. C'était tôt. Bah, bah, déjà, comparé à maintenant, après, est-ce que ça change ou pas, je suis pas au collège, je pourrais pas dire. On parle pas du harcèlement, c'est un peu tabou à mon époque. Maintenant, on en parle plus parce qu'il y en a eu énormément, il y a eu des choses dramatiques, mais avant, on n'en parlait pas. Je pense qu'avant, on savait même pas définir ce qu'était réellement le harcèlement. Enfin, tu vois, quand je Ouais, vois au niveau RH entre, la définition du harcèlement il y a 10 ans et aujourd'hui, oui, c'est pas la hem, même. ça a un peu changé, quoi. C'est vrai. Oui, c'est vrai qu'avant, c'était, ouais, c'est un peu je pense que c'était un peu tabou. Et puis, si t'en parlais, t'avais peur de te faire re-embêter aussi par les autres copains. Parce que moi, je me rappelle, j'avais un plâtre, parce qu'en fait, quand on fait du Botox pour maintenir, enfin, pour que ça marche bien, tu te mets un plâtre au-dessus. Donc, mais tu marches avec ton plâtre. Et je me rappelle, il y a un garçon qui m'a fait tomber dans les escaliers, mais il fait exprès. Et je m'étais vraiment fait super mal au poignet. J'avais strappé mon poignet pour qu'elle s'en rende pas compte parce qu'il était enflé, il en pouvait plus. Et là, 10 ans après, bah, je commence à avoir mal au poignet et j'ai de l'arthrose au niveau du poignet droit parce que je m'étais rattrapée comme ça. Alors que si je lui avais dit, bah, j'aurais rien eu. Ouais, et une question, mais qu'est-ce qui fait que tu te sens sûre quand tu es jeune? Alors à l'école, dans la cour de récréation, je me souviens, qu'on venait nous dire, qu'on était des balances et que personne, n'aimait ça et donc du coup, ça censurait pas mal de gens. Mais à la maison, qu'est-ce qui fait que tu te sens sûre devant tes parents, en Mais fait? pour pas lui faire de mal, en fait, ça a toujours été comme j'ai vu. Elle pleurait pas forcément devant le docteur, mais tu la voyais triste quand moi je commençais à hurler parce qu'on me mettait une piqûre dans le pied ou qu'il lui disait oui, alors là, ça s'est un peu dégradé, il faudrait peut-être voir cette personne, il faudrait peut-être faire ça, il faudrait. Tu voyais que mentalement, pas elle se prenait un coup de massue, mais ça l'atteignait. Et donc tu lui dis, je vais pas encore plus, encore plus Lui la faire de la rabaisser à cause peine, de ce sujet, ouais, c'est ça. Donc tu lui dis pas. Ouais, moi ça a été juste ça, hein. Parce que je sais que j'ai eu, parce que c'est beaucoup mes grands-parents qui se sont occupés de moi quand bah, elles travaillaient. Et j'ai toujours eu des grands-parents et même une maman super, super ouverte d'esprit, à l'écoute. Enfin, je peux pas dire qu'elle m'a jamais dit, et si t'as besoin qu'on en parle, je suis là. Elle m'a déjà emmenée chez le psychologue parce qu'elle savait que ça allait pas avec mon papa, par exemple. Donc, elle a déjà mis plein de choses en place. On peut pas dire qu'elle m'a laissé dans mon coin en mode, bah, débrouille-toi. Mais c'est, ouais, t'as pas envie de lui faire de la peine, c'est tout. De notre échange, je retiendrai quand même un truc, c'est que le botox, ça fait hyper mal. Donc les Ça gens fait. sont tarés. Ah, mais complète. Et puis, il y a énormément d'effets secondaires. Moi, j'ai commencé en 1999. T'as énormément aujourd'hui d'addictions. Par exemple, j'ai plus besoin de Botox, mais on en fait quand même pour diminuer le produit dans le corps parce que le corps, il en demande. Enfin, si je peux déconseiller aux personnes d'en faire, c'est Attends, ton très corps, il addictif. devient addict au botox? Mais bien sûr, et tous les gens qui le font, si tu remarques, ne s'arrêtent plus, ils en font toujours plus parce qu'en fait, c'est un produit qui est magique. Vraiment, si enfin, ma main, je vais la bouger jusqu'à là, par exemple. Je vais faire du botox, ma main, je vais pouvoir faire presque 360 avec à la seconde où on met du botox. Tu as, mais d'un coup, tout qui refonctionne, mais à la minute où les personnes qui font ça pour plus avoir de rides, bah à la seconde, il n'y a plus de rides. Enfin, c'est un produit qui est quand même incroyable, on va pas se mentir. Et donc, bah, tu deviens indirectement addict. C'est quand même de la poudre, en fait, que tu dilues avec de l'eau, et plus elle est concentrée, plus elle est performante. Et donc, bah, son corps, il s'habitue. Ah waouh! Les gens sont tarés. Non, Et ouais, oui, voilà. OK, la oui, jeunesse a un coût quand même. OK. ah oui, bah oui. En plus, c'est très cher, hein, le Botox, hein. J'ai une mission pour toi. Alors, tous les Dis-moi. collaborateurs de Quick MS, que j'interviewe, je leur demande, parce que d'habitude, c'est Géraldine qui fait la pub, tu vois? Et bon, je leur Allez. demande de présenter Crew et Graphique ou en tout cas, tu vois, de me donner leur version, de, ce qu'est Crew et ce qu'est Graphique. Alors toi, tu es commercial, vas-y, lance-toi. Ok. Là, tu mets la pression de ouf, il faut pas que je me loupe. Bah, je commence par lequel? Celui que tu veux. Si je te demande de me dire, ce qu'est Crew et ce qu'est Graphique, comment est-ce que tu me l'expliques? Ok, tu veux que je fasse la voix mignonne de Géraldine en mode comme elle fait Non, ou non, non, normal? naturel avec tes mots. Ok. Naturel avec tes mots.
Alors, Graphic va pouvoir répondre à vos obligations légales des entreprises de plus de 50 collaborateurs. Ça peut être la BDES, l'index, le bilan social. Vous retrouverez plus de 2350 indicateurs, 70 tableaux de bord, tout ça automatisé grâce à la DSL. C'est pas magique, je comprends pas. Crew, ça va vous permettre de faciliter le dialogue social avec vos collaborateurs. C'est important. Vous allez pouvoir automatiser tout ce qui va être entretien, formation. Vous allez pouvoir également faire tout ce qui va être fiche de poste avec l'évolution de vos collaborateurs. C'est toujours sympa de savoir si le collaborateur il parle anglais ou une autre langue. Tout ça dans une même solution avec des fichiers qui peuvent être historisés et disponibles dans la documenthèque. Voilà. Top. La pub. Est-ce qu'on peut... Alors moi, je vais rajouter en tant qu'AH que les deux peuvent se connecter, les informations de Crew peuvent remonter dans le graphique et que c'est vachement cool du coup parce que ça évite de devoir traiter 1000 fichiers un à un, notamment dans la déclaration des forfaits jours et vous avez juste les alertes qui vous sont remontées dans le graphique. Mais bon, ça c'est quand on est Complètement. VIP, je crois. Parce que je crois que tout le monde n'a pas ça. Je pense que si Christophe C'est- il m'entend dire ça, il va se dire non mais qu'est-ce qu'elle me dit là, tout le monde n'a pas ça. Faut VIP le demander. Après, maintenant, et je pense qu'on est tous comme ça en tant que commercial, il faudrait voir avec Jennifer et Manon, mais maintenant, chaque fois que je présente du crew, et j'en ai présenté encore hier, quoi qu'il arrive, je mets la BI qui va avec parce que pour moi, je pense que c'est indispensable. Mais oui, effectivement, ça se connecte ensemble et c'est toujours très sympa. Top. Eh ben merci. Merci à toi. Ça t'a plu? Ouais. T'es tendu maintenant? Ouais, mais au bout de